Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, voilà, je vais vous introduire aujourd'hui la dernière partie de ce qu'il nous reste à voir pour les automates programmables, à savoir le bouton d'arrêt d'urgence. Après ça, je vous transmettrai par voie de mail les deux rapports et les deux labos qui restera à faire en graph 7. Il va de soi que pour cette année, ça va être un peu compliqué d'aller les tester sur ordinateur. On fera ça au mois de septembre l'année prochaine pour ceux qui auront choisi d'aller en robotique. Pour les autres, ce n'est pas trop grave, vous avez eu l'occasion de pouvoir y toucher. Et quand bien même, mon labo sera ouvert, donc si vous voulez même venir les tester au mois de septembre à des moments différents, si vous choisissez une autre section, ce sera évidemment avec plaisir, on trouvera une solution. Bon, pour ce qui est de la suite, donc on va voir maintenant dans le courant de cette présentation comment fonctionne le principe du bouton d'arrêt d'urgence et une vidéo après viendra également sur l'explication globale de comment fonctionne le GEMA. Même si on l'a vu au début, je vais quand même le faire au format vidéo parce que j'ai l'impression que ce n'est quand même pas compris par tout le monde, des applications et surtout comment ça doit être construit. Concernant la suite des événements, il reste une chose, c'est le cours d'électronique de puissance. Donc je vais faire comme pour maintenant, pour le bouton d'arrêt d'urgence, toute une série de petites vidéos que vous allez avoir au cours du temps jusqu'à la semaine de bloc, dans lequel vous allez avoir toute une série de vidéos sur l'électronique de puissance telle que je la conçois dans matière du cours théorique. Pour l'examen, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous serez interrogé donc sur base d'un petit QCM, comme j'ai l'habitude de le faire hors caout, mais on le fera online avec webcam, via webcam, ce qui est tout à fait fonctionnel et à la limite, ce n'en est que plus amusant. L'autre partie, ce sera de faire, vous allez me faire un petit travail sur base chacun d'un composant d'électronique de puissance. Ce petit travail sera présenté donc dans le cadre du cours et qui sera pour la cote. C'est ce que je fais chaque année, donc ça ne change pas grand chose, si ce n'est que petite expérience que vous allez devoir faire, et je vous donnerai de toute façon un tuto à part, donc une présentation à part pour l'explication de comment on fait pour la mise en ligne. Mais vous allez me faire une vidéo YouTube en direct live avec une présentation PowerPoint ou Prezi ou équivalent, si vous voulez. Je ne doute pas que Monsieur Dewey va nous sortir l'appel du chapeau avec son petit Macintosh. Et sur base de cette présentation, ce sera mis online, ce sera enregistré sur YouTube, et comme ça, tous vos collègues le verront en live. Voilà. On va donc commencer maintenant la présentation sur le bouton d'arrêt d'urgence. A tout de suite. Bon, l'arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence, évidemment, comme je l'ai déjà dit, c'est un élément ultra important, voire primordial, puisque c'est là pour sauvegarder quoi? Trois choses. D'abord, l'humain. Ce sera toujours l'humain qui primera dans un système. Puis la machine. Puis le processus. C'est exactement ce qui se passe pour le moment avec le Covid, puisque c'est d'abord l'humain qu'on a fait primer en Belgique, en tout cas, pas chez nos amis, pas avec notre ami Trump, où là c'est plutôt le processus qui prime pour lui, hein, qui est le processus de capitalisation. Nous, la première chose c'est l'humain. Ensuite la machine, donc on va essayer de protéger le matos. Et puis le processus. Le processus, c'est quoi? C'est la tôle qui passe dans un laminoir, le laminoir emmerde, et vous avez votre tôle qui continue à se dérouler dans tous les sens, sans plus être prise en, en œuvre par le laminoir. Ça, le processus, évidemment, là on protège quoi? Plutôt la matière première dans ce cas-là. Dès le moment où ce bouton que vous voyez au niveau de votre écran ici est enfoncé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous avez un effet instantané et prioritaire sur toute la partie commande. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut être fait d'autre. Les capteurs, les commandes, tout est désactivé. C'est d'ailleurs pour ça que quand on crée un système, un processus automatique via des systèmes d'automates, un processus industriel, je vais dire,
la partie commande, au niveau alimentation, est toujours indépendante de la partie puissance. Ça permet comme ça d'avoir quelque chose qui est, je vais dire d'abord, qui peut fonctionner sur des niveaux d'énergie et des niveaux de tension différents, et ça permet justement de faire fonctionner l'un sans l'autre. Entendons-nous, dans certains cas. Donc dès l'appui sur ce bouton d'arrêt d'urgence, qu'est-ce qui va se passer? Deux choses. La première, c'est que l'alimentation générale est coupée au niveau de la puissance. Donc, tant puissance électrique que puissance pneumatique. Donc, autrement dit, comme c'est câblé de manière indépendante, si ça a été fait correctement et dans les règles de l'art, il n'y a pas de partie software qui intervient. Le bouton d'arrêt d'urgence coupe toute forme d'alimentation sur la partie opérative. Tous les préactionneurs ou les distributeurs n'ont plus aucune alimentation. Il y a une chose qui reste évidemment, c'est tous les voyants. Tous les voyants, donc le GEMA notamment, doit évidemment rester actif et doivent évidemment rester actifs et permettre à l'opérateur de savoir ce qui se passe dans l'installation. Pourquoi tout est à l'arrêt et pourquoi et surtout qu'il y a un arrêt d'urgence, puisqu'évidemment l'opérateur, lui, il peut se trouver à 500 km de là. Bah, c'est rarement le cas, en général c'est quelques dizaines ou quelques centaines de mètres. Voilà. Ce qui est important de savoir évidemment, c'est que tout ce qui concerne la partie commande reste alimenté évidemment. Donc on inhibe tous les capteurs, tous les boutons, tout, mais l'alimentation de tout ce qui concerne la partie informative et la partie commande reste active. Donc ce n'est pas le software qui va gérer le bouton d'arrêt d'urgence. Le seule chose, c'est que le programme que vous allez faire, il va figer la commande, et dès le moment où on a un redémarrage, on peut le faire en toute sécurité, dès le moment où tous les défauts ont été supprimés, ont été acquittés. Donc dès qu'on a désactivé le bouton d'arrêt d'urgence, qu'est-ce qui se passe? C'est que soit on va faire deux choses, soit on va retourner directement à l'étape initiale, donc un genre de remise à zéro, soit on est stoppé dans l'état actuel. C'est quoi l'état actuel? C'est par exemple le mec qui a sa main calée dans une presse. Il va de soi que ce genre de choses, la première chose, c'est d'attendre les secours. On ne peut pas le décaler nous-mêmes si on n'est pas formé à ça. Un écrasement, dès le moment où vous allez tout relâcher, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pisser dans tous les sens, et ça risque d'être gore, et ça risque de tuer la personne. Donc il faut toujours attendre de pouvoir avoir un médecin ou une personne qualifiée en matière médicale d'être là. Donc cette solution de redémarrage à l'étape d'arrêt va permettre quoi? De retourner à l'étape initiale, donc on finit de toute façon toujours par y retourner, mais ce, étape par étape, et au choix évidemment de l'opérateur et de la personne habilitée. C'est pas parce que votre système, c'est d'abord le verret A, puis le verret B qui doivent rentrer de manière logique. Si évidemment c'est au niveau du verret B que votre main est bloquée, on se fout du verret A. Il faut que l'on puisse donner la possibilité à l'opérateur et à la personne, à l'aide médicale, de pouvoir décaler le verret B d'abord. Le A, on s'en fout. Ok? Donc là, c'est les deux choix que l'on a dans le cadre de la désactivation, donc lorsqu'on détourne le bouton d'arrêt d'urgence. Ces boutons champignons, en général, qu'est-ce que c'est? C'est on appuie et ils restent bloqués de la fonction dans laquelle ils sont. C'est une action inverse, donc qui dit on détourne, qui va ressortir le bouton. Il faut évidemment que dès le moment où ça a été enfoncé, si, oh merde, j'ai fait le con, j'ai enfoncé, je ne devais pas, je désactive, le système doit rester bloqué, évidemment. Et parce que si c'est un arrêt d'urgence et qu'on a fait une fausse manœuvre, qu'est-ce qui va déterminer que la manœuvre qu'on a faite était bonne? Et qu'est-ce qui va déterminer que le retour à l'étape initiale, directement, ne va pas engendrer toute une série de problèmes, de remise à zéro de toute une série de choses, la ligne de bouteille qui s'est complètement éclatée la gueule sur le mur parce que l'arrêt d'urgence a arrêté ce qu'il ne fallait pas, etc. etc. Donc là,
évidemment, si c'est touche pas à sa petit con et qu'on a enfoncé ça, ben, il faut que la procédure de remise en route soit également respectée. Donc dans quel cas est-ce que l'arrêt d'urgence va être en général mise en œuvre et dans quel ça va être étudié d'un point de vue réaction software, réaction du système? Il y a trois solutions. Soit c'est un incident de production, donc une pièce à fabriquer qui est mal mise ou qui est en train de faire bloquer les autres. Soit un incident sur une machine, donc autrement dit un verre qui plie, qui casse, forêt qui casse aussi, ou que sais-je. Bon. Et la troisième chose, comme j'ai dit, la plus importante, c'est évidemment celle du risque pour l'humain. Alors, l'arrêt d'urgence, quand est-ce que ça peut arriver? Soit vous allez avoir une brave personne qui va enfoncer le bouton, hein, parce qu'il y a un problème. Soit il va y avoir une détection liée à une anomalie, donc c'est dans supposons par exemple des capteurs de surveillance, quelqu'un qui aurait mis ses mails où il ne fallait pas, ou il serait passé dans une zone où un robot est censé travailler et hop, vous pourriez vous faire embrocher. Ça évidemment, tout ça, ça fait partie des détections d'anomalies. Disparition d'une condition de sécurité, bah, ça par exemple, ce serait un système qui s'ouvrirait de manière intempestive et qui relâcherait, je sais pas moi, de la vapeur à 120 degrés ou de l'huile à haute pression. Et alors le dernier, c'est la coupure temporaire d'alimentation, donc autrement dit, qu'est-ce qui se passe si on a une coupure générale? Là, ce type de coupure d'arrêt d'urgence est présente sur la plupart des machines électriques, même pour le particulier, ou en tout cas le bricoleur, ce sont celles avec les doubles commandes, ou la commande qui est maintenue par le courant d'alimentation. Vous enfoncez, ça se met en route. Si le courant disparaît, automatiquement ce bouton de fonctionnement se relâche. Nous allons voir maintenant une gamme de matériel fabriqué notamment par Schneider Electric, mais parce que c'est celle qui est présentée ici, la famille XPS, mais toutes les grandes marques d'électrotechnique ont ce type de matériaux. Donc le principe c'est quoi? C'est en fait un genre de c'est un système de contrôle externe à votre automate qui va gérer un ou plusieurs boutons d'arrêt d'urgence ou plusieurs systèmes de sécurité d'arrêt d'urgence. Donc ici, la famille qu'on vous présente, hein, le modèle de base, c'est quoi? C'est celui qui va gérer soit le bouton d'arrêt, donc le champignon, soit éventuellement un système de passage. Donc c'est quoi? C'est la même chose que ceci, puisque mécaniquement, ce sont simplement des systèmes de contact. Ou dès le moment où ici, évidemment, c'est par enfoncement. Ici, justement, ce serait par disparition. C'est quoi? C'est un galet, donc c'est un poussoir à galet qui, dès le moment où il détecte que vous avez une grille, que vous avez ouvert une grille, pour bypasser, je vais dire, une sécurité, va mettre en arrêt d'urgence une zone ou toute une usine. Enfin, en général, c'est plutôt par zone que l'on travaille. Et alors, le principe de mouvement par positionnement, ben, c'est la manette qui dit ah, attention, ça va couper le système. Alors vous avez le système un peu plus évolué qui lui vous permet par exemple de mettre des systèmes de barrières de franchissement par laser et qui vous permet à ce moment-là, dès le moment où vous allez mettre les mains pleines de doigts là où il ne faut pas, de couper le système. Alors vous voyez que vous avez le système ici MC, MP, ben, comme toujours, c'est simplement une question de pognon et une question de niveau de sécurité que vous voulez. Bien que la sécurité n'ait pas de prix, il va de soi que entre un élément comme celui-là et un élément comme celui-là, vous pourriez peut-être avoir un rapport 1 pour 2 ou 1 pour 3 au niveau du prix du matériel. Mais en matière d'humain, comme je vous ai dit, ça n'a pas de prix. Alors à la commande bimanuelle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut absolument que les deux mains soient en fonctionnement, que pour pouvoir permettre que le système fonctionne. Si les deux mains ne sont pas sur la machine et n'actionnent pas toutes les deux un système d'interrupteur, alors le système se met en arrêt. Ici, le système MC qui est présenté, vous avez simplement un système qui est beaucoup plus
précis, puisque là, là, ce sont juste des capteurs, des émetteurs-récepteurs. Ici, vous avez carrément une barrière. Ça équivaut aux barrières que vous retrouvez dans le cadre, par exemple, des ascenseurs, où ce sont des barrières de haut en bas. Dès le moment où vous franchissez cette barrière, automatiquement, ça se met à l'arrêt. En l'occurrence, vos portes se réouvrent dans l'ascenseur. Ici, c'est simplement, vous pourriez envisager éventuellement de passer votre main entre les deux lasers, ça ne marchera pas. Ici, impossible. Alors vous avez également les mains courantes. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les... Si vous avez, enfin, je suis certain que la plupart d'entre vous n'ont pas connu ça dans les vieux bus, mais on avait ça dans les vieux bus, notamment ce qu'on appelait avant la STIB et la STIL. C'était en fait un long câble qui courait dans tout le bus et qui permettait de mettre le bus à l'arrêt. C'est-à-dire de faire l'appel au chauffeur pour dire hey, gamin, j'aimerais bien sortir. Ici, c'est la même chose, c'est une main courante. Donc, c'est un câble qui se balade tout au long d'une machinerie qui serait intéressante à sauvegarder, plutôt que d'avoir un bouton poussoir à un endroit. Alors le dernier système qui est le système le plus complexe, notamment ici en matière de, comme j'expliquais avec le robot qui pourrait vous en parler, là c'est carrément, ce système c'est un système propre et ça ressemble plus à un automate je vais dire, avec des entrées-sorties, mais évidemment avec des temps de réaction beaucoup plus complexes et beaucoup plus rapides, pardon, et des gestions de puissance. Alors, pour la partie opérative, l'arrêt d'urgence va nous donner 4 cas. Donc, hein. On va résumer les 4 cas. Alors, ces 4 cas sont les suivants. La première, c'est que dès le moment où on appuie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre vérin finit sa course, tranquille, à l'aise, et puis il s'arrête. La deuxième solution, c'est le retour immédiat en condition initiale. Ça, c'est, hop, on appuie, et automatiquement, tout revient en position initiale. C'est l'équivalent de ce qu'on aurait fait avec le fameux bouton de remise à zéro. En n'oubliant pas qu'ici, il s'agit bien non pas d'un système software, mais hardware. C'est le hardware qui va gérer la partie arrêt d'urgence. La troisième chose, c'est l'arrêt total au niveau énergie motrice. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On fait une purge, donc on a une mise à l'air automatique de tout, et puis il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus de mise en pression du système. Le système devient lâche et mou, enfin je vais dire, et permet de libérer tout le système, hein, de libérer toutes les pièces. La dernière possibilité, c'est on bloque tout en l'état. C'est-à-dire que on bouge tout, on supprime l'alimentation et on bouche tous les orifices. Donc ce qui veut dire que ça va mettre le système de vérin dans l'état dans lequel il est et il n'ira pas plus loin. Le cas typique justement, c'est la foreuse. Oh la foreuse, elle fait mes trous et puis à un moment donné, ici, elle est bloquée, ça fait mal, mais au moins il y a plus plusieurs trous qui sont faits. Voilà. Tout ça nécessite évidemment chaque fois des mises en œuvre, mais qui sont mécaniques et physiques. Ok? Alors, la petite remarque que vous verrez en bas sur votre écran, si l'on souhaite arrêter net un vérin dans son mouvement, il est préférable de choisir la technique hydraulique ou électrique. Oui, c'est évidemment primordial. Pourquoi? Et ça, on l'a vu début d'année en matière de pneumatique. Qu'est-ce qui se passe dans la pneumatique par rapport à l'hydraulique? L'hydraulique, dès qu'il perd sa pression, instantanément, il n'y a plus aucune possibilité de transfert. Le problème du pneumatique, c'est que il faut un certain temps pour que tout l'air, puisqu'il est compressible, puisse être évacué. Donc votre système peut continuer à être mis en mouvement, même si vous avez coupé l'alimentation par le pneumatique. Alors qu'en hydraulique ou en électrique, c'est arrêt net. Donc c'est préférable, dans le cadre d'un élément sécuritaire, de mettre en œuvre un système hydraulique ou électrique. Donc passons maintenant à ce que l'on pourrait faire, et ce que l'on va faire au laboratoire. C'est le fait que l'arrêt prioritaire est immédiat dans le système et ça doit se mettre dans l'état où il se trouve. L'instantanéité étant assez difficile à prévoir, surtout avec le matériel dont on dispose au laboratoire, on a deux solutions. Soit le vérin va terminer sa course, donc ça nécessite une technologie bistable, donc le 5.2. Soit
on travaille, on veut que le verre rentre par défaut, hein, par exemple le principe de la foreuse qui revient dans son état initial, là à ce moment-là on est plutôt dans une technologie monostable. Donc le principe du donc qu'est-ce qu'on nous dit, c'est que le stop par action manuelle est souvent réalisé par un bouton bistable à verrouillage de type coup de poing. Oui, c'est-à-dire que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le petit champignon qu'on appuie et puis que l'on retire par un quart de tour. Ça évidemment, ça s'appelle le retour s'appelle ce qu'on appelle l'acquittement. Bon. Qu'est-ce que ça va induire au niveau de la programmation software? C'est que vous allez fonctionner par un principe au niveau software, par un principe Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez appuyer sur le stop, et puis déverrouiller le stop. Vous ne pourrez appuyer sur le bouton on que pour redémarrer le système dès le moment où tout sera revenu à l'état initial. C'est logique. Donc ça, à la limite, vous appuyez sur le BPRAZ si on a, dans la procédure, permis de le faire. Dans ce qui concerne le labo, évidemment, là, vous avez des technologies type monostable avec les BP, c'est-à-dire, c'est assez difficile de gérer un stop comme celui-là. Donc, soit on utilise un interrupteur, l'interrupteur général que vous avez en général sur, enfin, non, pas que vous avez en général, vous avez sur tous les labos, c'est-à-dire un petit interrupteur on-off, soit on travaille avec un BP stop qui sera lui qui va fonctionner sur la principe d'impulsion. On envoie une impulsion pour activer une variable vstop et une deuxième impulsion qui va correspondre à un déverrouillage, à un reset de cette variable stop. Ok? Je vous dis, ça c'est évidemment théorique et ce sera point de vue laboratoire. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça marche puisque là on est obligé de travailler par un système de coupure générale. Ok? Donc, que va faire cette fonction stop? Vstop va inhiber les entrées. Donc, on a une fonction, quelles que soient les entrées, quel que soit le système en entrée, vous allez bloquer, pardon, par le vstop, vous allez bloquer toutes vos entrées. Ok? Là, pour la partie graph7, ben, vous avez cette fonction non vstop, non vstop, non vstop partout. Il va de soi que dans la pratique, et ça je vous l'ai déjà montré, vous avez la possibilité de mettre une condition de fonctionnement directement au niveau du système. Ça, je vais vous montrer juste après dans le software comment ça se passe. Alors passons maintenant à, on va voir ce qui se passe au niveau graph7 et ladder. Vous voyez ici en fait quoi? Vous avez la fonction de gestion des set resets des étapes précédentes, etc. Graph7 ladder. On ne va pas insister là-dessus, mais puisque c'est quelque chose, ce n'est jamais que l'évolution de ce qu'on a déjà vu, si ce n'est qu'on ajoute la non-réceptivité du vstop. Bon, ça n'a pas grande importance puisque ce n'est que l'évolution de ce qu'il en était. Par contre, au niveau du GEMA, on va donc ajouter une fonction complémentaire, ici, qui est la fonction stop et def stop, qui est en fait quoi? Un élément qui nous amène en DA, donc en défaillance, ok, et qui est une fonction donc bloquante pour tout le reste de votre système, ok. Donc dès le moment où vous appuyez sur stop, il n'y a rien d'autre qui est allumé que DA, pour dire on est en fonctionnement de stop. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? DA, arrêt d'urgence, inhibition des entrées, coupure de l'alimentation, et on prévoit éventuellement une procédure pour la remise, pour limiter les conséquences, donc pour la remise en état du fonctionnement. Bon. Alors, dans le cadre de l'hiérarchisation, là, on a vraiment la hiérarchie complète, dans le sens où on avait commencé par le système automatique, puis le graph7 de cycle, puis l'automatique, puis le choix, puis la remise à zéro, et maintenant on voit qui gère tout, le graph7 de stop. Donc c'est lui qui prime sur les autres.
Donc là, dans vos networks, la gestion du software Actwin, vous allez avoir donc un graph set, un network qui s'appellera network stop ou arrêt d'urgence ou comme vous voulez, mais enfin vous le dénommerez de manière à ce qu'il soit facilement lisible et compréhensible. Bon. Le graph set de stop, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il nous met? Il est activé. Hein, la réceptivité, c'est quoi? C'est le bouton stop. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va allumer la lampe DA et on active la variable stop. On a vu de l'autre côté que la variable stop était bloquée, était bloquante au niveau de tous les autres éléments. Et ça, on va plutôt que de l'intégrer dans chaque ligne de code, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'intégrer directement au départ dans les conditions de fonctionnement. Ensuite, réceptivité, c'est quoi? Ici, c'est le fait de la retour aux conditions initiales. Puis, on allume la lampe A5, hein, en attente. On déverrouille le stop. On allume la lampe A4. Donc la lampe A4, c'est pour dire que on a obtenu l'arrêt et que notre système est prêt à pouvoir redémarrer en fonctionnement normal. Le A5, c'était pour dire qu'on est en train de préparer le système après défaillance pour se remettre dans des conditions normales de fonctionnement. Puis dès le moment où tout ça est réalisé, on attend quoi? On attend que on et que le variable on et le reset soient bien validés. On reset notre variable stop. Et puis on sort de on attend que notre variable stop soit resetée. Et on peut revenir en attente de l'appui sur le bouton stop. Et voilà, c'est fait. Donc au niveau programme, je vous montre maintenant dans Actwin ce que ça donne. Ici, je vais peut-être mettre la loupe pour que vous voyez ça. Donc, au niveau de votre cycle, la loupe ne s'apparaît pas, mais c'est pas grave. Voilà, elle vient d'apparaître, c'est très bien. Donc, au niveau de votre cycle, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici au-dessus, vous avez quoi? Vous avez là le système d'arrêt d'urgence qui va être quoi? Une activity condition. Donc pour l'activer, vous faites comment? Bouton droit, activity condition. Et là, qu'est-ce qui va vous permettre de le faire? C'est ce fameux bouton arrêt d'urgence ou variable stop tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc je ne sais pas comment il l'a appelé. BP arrêt d'urgence, non, variable arrêt d'urgence, non, comment l'a-t-il appelé? On revient sur le système. Donc il a appelé ça arrêt d'urgence. On choisit donc arrêt d'urgence et c'est lui qui va nous permettre de bloquer automatiquement notre système dès le moment où cette variable stop ou arrêt d'urgence ou comme vous voulez l'appeler va bloquer votre système en l'état et donc votre réseau de gestion d'arrêt d'urgence pourra dès lors être fonctionner tel qu'il est décrit ici dans la procédure que nous avons vue ici. Ici s'arrête donc la partie concernant le bouton d'arrêt d'urgence. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante qui sera celle et la dernière donc sur le GEMA en lui-même et un petit rappel sur le GEMA. Pour la suite, le laboratoire va donc venir prochainement par mail. Je vous envoie donc cela dès que possible. N'oubliez pas, vous avez mon adresse mail. Il suffit simplement de m'envoyer un petit mail si vous avez des questions. Bonne journée!